Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues, cliniciennes et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux, et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Alors ici, on va parler au sein du traitement moderne de la douleur. On a différentes thérapies qui sont proposées, entre autres l'éducation aux neurosciences de la douleur dont on a déjà parlé. Et puis, il y a une autre branche qu'on appelle l'ACT, Acceptance and Commitment Therapy, qui est reliée à la pleine conscience. Et on entend de plus en plus parler de cette thérapie-là. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout formé à ça, mais c'est une approche qui m'intrigue depuis longtemps et j'ai très envie d'apprendre un petit peu plus sur cette thérapie parce qu'elle a plein d'effets bénéfiques, d'après ce que j'entends. Donc, j'ai hâte d'entendre Lucia qui va nous parler de l'ACT, qui est donc une des techniques qui est la plus utilisée à l'heure actuelle dans le traitement moderne de la douleur. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une des thérapies les plus utilisées et assez efficace en fait dans les traitements de la douleur. Donc, cette thérapie ACT, comme c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, fait partie de la troisième vague des thérapies cognitives comportementales, donc les TCC qu'on connaît en TCC. Donc, la première vague des TCC avait comme objectif les comportements, donc avec pour finalité la modification des comportements. Puis il y a eu la deuxième vague cognitive avec voilà, la modification du contenu des pensées. Puis il y a cette troisième vague des TCC qui intègre donc les apports des précédentes théories et ils apportent des modifications et des éléments nouveaux. Donc plutôt que de chercher à changer des contenus des pensées ou d'essayer de faire disparaître les émotions difficiles ou de changer des comportements, ce qu'on va faire, ils vont considérer que la clé consiste à modifier notre relation à ces pensées et émotions. Donc, on va voir ces pensées, on va voir des émotions, et à la place de modifier tout ça, on va observer, on va accepter. On va modifier la relation qu'on a à nos émotions. Oui. Donc, par exemple, l'idée, Simplement, pour revenir sur la première vague dont tu parlais, si moi j'ai bien compris, la première vague correspond par exemple à l'éducation aux neurosciences de la douleur, qui va nous amener à changer tout un tas de comportements. ça va être par exemple, dans les TCC, ça va être par exemple les thérapies d'exposition. Okay. Où on a un comportement qui crée un problème. Donc, on va essayer de changer ces comportements. On va s'exposer au comportement. Par exemple, on est dans l'évitation. Donc, on va s'exposer au comportement pour pouvoir annuler ces comportements d'évitation. Donc, on va modifier notre comportement. On a un comportement pas adapté. On évite certaines choses et on va essayer d'éliminer ces comportements et acquérir un comportement adapté. Donc, à travers la thérapie d'exposition ou d'autres thérapies. Après, il y a les thérapies cognitives, par exemple, tout ce qui est restructuration cognitive. Donc, on va voir certaines croyances qui vont être désadaptées ou qui vont peut-être créer des soucis. Donc, on va essayer de travailler sur ces croyances-là pour
les remplacer par des nouvelles croyances plus adaptatives. Donc, on va travailler aussi, essayer de modifier nos croyances, nos pensées. Là, ça ne consiste pas à modifier ni des comportements, ni on ne va pas lutter contre ça, on ne va pas dépenser l'énergie à changer tout ça. On va observer, on va accepter tout ça et on va changer notre perception de la situation, en fait, de notre perception par rapport à nos émotions. Donc, par exemple, l'idée est que la douleur psychologique n'est pas anormale. On ne va pas dire on a un problème. On sait que la douleur est humaine. On sait qu'on peut avoir des problèmes psychologiques, des troubles psychologiques. Mais ce qui va changer, c'est la manière dont on va gérer ces événements psychologiques douloureux. Donc, on va apporter des modifications cognitives au niveau de la pensée sans passer par la modification des contenus de la pensée. Ça va être plutôt une modification du rapport que l'individu a avec ses pensées, envers ses pensées. Ce n'est pas tellement les contenus des pensées qui va être changé, ce qui est problématique, c'est vraiment notre relation à ces pensées, notre perception. Donc, il s'agit également d'amener l'individu à changer ses comportements de manière flexible. C'est référent au concept des valeurs. Donc, la valeur dans la thérapie ACT, c'est une clé en fait. On va essayer de trouver les valeurs dans le sens de ce qui importe vraiment profondément pour la personne, ce qu'elle souhaite accomplir pour rendre sa vie plus riche, avec du sens. Donc, on va aller vraiment chercher les valeurs de la personne. Et c'est vraiment un élément clé dans la thérapie d'ACT. On va engager la personne à trouver ces valeurs de vie qui vont faire qu'on va activer notre énergie à la place de passer notre temps à lutter contre la douleur, à dépenser toute cette énergie pour la contrôler, pour la diminuer. On va se focaliser sur ce qui nous importe, ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie, ce qui bouge vraiment notre vie, et on va amener cette énergie-là vers la réalisation de ces valeurs. Donc, au lieu de se focaliser sur la douleur et essayer de diminuer cette douleur, on va plutôt se concentrer sur nos valeurs dans notre vie, pardon. Et en se focalisant là-dessus, on va mettre la priorité en fait sur les différents aspects de notre vie qui ont de la valeur pour nous. Par exemple, j'imagine la famille, ça peut être une valeur, ou l'activité physique, le travail. Voilà, l'amitié. Souvent, quand on a des douleurs chroniques, on va arrêter, par exemple, on va peut-être arrêter de travailler. Et du coup, pour nous, peut-être le travail est très important. Notre profession, notre vie professionnelle est importante. Donc, ça, c'est une vraie valeur. Après, il va avoir peut-être les valeurs de l'amitié, les valeurs de la famille. Peut-être parce qu'on a beaucoup, beaucoup de douleurs et qu'on souffre en permanence, on va peut-être arrêter d'aller accompagner nos enfants au championnat ou au match de foot ou au spectacle de ballet. Et du coup, on va arrêter de faire tout ça, mais ce n'est pas pour autant que notre douleur diminue. Elle est là encore, malgré qu'on arrête de faire tout ça. Donc, on diminue beaucoup la quantité des choses qu'on fait dans notre vie parce qu'on essaye de contrôler la douleur. Sauf que la douleur, elle est toujours là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette énergie qu'on utilise pour éliminer la douleur ou la contrôler, la diminuer. On utilise l'énergie pour vraiment faire les choses qui nous importent, en fait, qui ont de la valeur à notre vie. Donc, ces modèles de la troisième vague, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont considérer qu'accepter nos pensées difficiles. Donc, c'est un élément clé. Donc, il faut accepter plutôt que lutter, comme on disait. Cela est beaucoup plus efficace que de tenter de s'en débarrasser tout le temps. En fait, ça arriver à s'en débarrasser, justement. Notre réaction primaire, première, on va dire, pas primaire, mais première, c'est vraiment d'essayer de se débarrasser de toutes ces pensées difficiles, de ces souffrances, de ces douleurs. C'est vraiment la réaction première et humaine. Mais avec ACT, on essaie d'accepter qu'on a de la douleur, qu'on a cette situation-là, et plutôt que lutter pour s'en débarrasser. Donc, c'est des thérapies qui sont inscrites dans les pressants.
parce que finalement, c'est les seuls endroits où nous pouvons vraiment agir. On va peut-être passer notre vie à penser ce qu'on a loupé dans le passé, ce qu'on a manqué. On va peut-être passer aussi du temps à penser ce qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est projeter dans un futur où on ne va pas peut-être pouvoir aller, je ne sais pas, à l'audition de ma fille, au mariage de ma belle-sœur, parce que je vais souffrir et ça ne va pas bien se passer. Donc, on se projette en permanence vers les futurs, les choses qu'on ne va pas pouvoir faire. On va se remettre à penser ce qu'on a loupé par rapport à la douleur, par rapport à cette souffrance. Avec acte, on reste sur les présents. On reste vraiment, parce que c'est la seule chose qu'on peut vraiment changer et être, voilà, modifié, non? Donc, l'acte, donc, cette thérapie tire son nom de l'un de ces messages fondamentaux, c'est accepter ce qui échappe à notre contrôle personnel pour nous engager dans une action qui améliore et qui enrichit notre vie. Donc, tout ce qui s'échappe à ces contrôles-là, il faut accepter qu'on ne peut rien faire et on va s'engager vraiment en ce qu'on peut nous modifier ou changer et qui surtout enrichit notre vie. Donc, l'acceptation, souvent quand on parle d'acceptation, on va peut-être penser à une résignation. Non, maintenant, il faut que j'accepte que j'ai cette douleur, que j'ai cette maladie, il faut que je me résigne avec ça. On va peut-être, voilà, il y a du sens du renoncement, non, face à l'adversité. Mais finalement, le mot acceptation vient du latin et qui dit acceptera, voilà, qui signifie recevoir plusieurs fois, accueillir tout ce qui est présent à chaque instant. Et il s'agit donc d'une démarche active, c'est pour ça qu'il s'est dit acte d'agir, qui implique un réengagement dans les activités importantes et significatives pour l'individu. Il s'agit d'un acte de courage plutôt qu'un acte de passivité. Ce n'est pas on accepte et on reste passive. Non, ça implique beaucoup de courage, ça implique d'être active. Et accepter signifie aussi accueillir la douleur et les expériences internes qui lui sont associées sans réaction excessive ou tentative infructueuse répétée pour les réduire ou les éviter. Donc, l'acte, la thérapie acte considère que la plupart des souffrances psychologiques sont causées ou maintenues par l'évitement expérientiel. C'est voilà, un élément important aussi dans cette thérapie, l'évitement expérientiel, que c'est les efforts qu'on fait toujours pour essayer de contrôler ou se débarrasser des pensées, des sentiments, des émotions ou des souffrances. Donc, les efforts en matière d'évitement expérientiel peuvent fonctionner à court terme, peuvent nous protéger à court terme, mais à long terme, ils vont échouer. Souvent, ils s'échouent en fait, et ils créent souvent une souffrance psychologique importante. Donc, à force d'éviter et d'éviter et d'éviter, non seulement on ne va pas réparer la situation, mais on va créer d'autres problèmes. Donc, l'acceptation s'avère utile lorsque l'évitement expérientiel et les efforts pour contrôler ou réduire la douleur dominent la vie de la personne sans en améliorer la qualité de vie et qu'elle s'éloigne de ses valeurs et objectifs personnels. Le but de cette thérapie-là consiste à développer la flexibilité psychologique. C'est encore un autre élément important, c'est un autre concept important de cette thérapie, la flexibilité psychologique. Qu'est-ce que c'est la flexibilité psychologique? La flexibilité psychologique, c'est la capacité d'être présent, en contact conscient et ouvert avec ses pensées, ses sentiments et ses sensations. C'est aussi la capacité à apprécier ce que la situation offre et d'agir guidé par nos valeurs. Ça, c'est une flexibilité psychologique. Lorsque nous souffrons des douleurs persistantes, la façon la plus logique d'agir est d'essayer de diminuer, comme j'ai dit tout à l'heure, ou de contrôler les symptômes. L'acte est une approche complètement différente. Il ne va pas se concentrer sur la réduction des symptômes, mais sur l'augmentation de la flexibilité psychologique. Donc, il y a 6 processus qui sont associés, 6 processus thérapeutiques qui sont associés à la flexibilité psychologique. Il y a par exemple un processus de contacter l'instant présent,
cela signifie être psychologiquement présent, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment être dans notre présent. C'est connecter consciemment, ça rejoint vraiment toutes les techniques de la pleine conscience, non? Et c'est connecter vraiment au présent, à tout ce qui se passe ici, en ce moment, maintenant. Comme je disais tout à l'heure, en opposition avec cette préoccupation du futur ou du passé qui focalise attention sur la lutte, voilà, pour contrôler l'expérience et voilà, cette lutte constante, non, pour contrôler cette souffrance. Donc, à la place de se dire qu'est-ce que je vais devenir, ou je ne pourrai jamais retravailler, ou je ne pourrai pas assister au concert de piano de ma fille. Voilà, on va revenir sur les présents, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de ma situation. On va plus se projeter vers le futur ni aller dans le passé. Donc, ces pensées, comme je disais tout à l'heure, ces pensées vers le futur ou vers le passé, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils tentent d'interrompre les contacts entre les moments présents, enfin avec les moments présents, et contribuent au développement de la rigidité et de l'inflexibilité attentionnelle. On reste en arrière, on va vers l'avant, on reste jamais dans le présent. Ce que j'ai dit, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment modifier notre présent. Donc, on essaye avec l'acte de rester en contact avec le présent. Et ça va aussi nous aider vers, comment dire, ces contacts avec le présent va dans le sens de la flexibilité psychologique. Et du coup, est-ce que on, parce que dans d'autres parties, on parle de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, ça implique de penser au futur. Comment est-ce que tu vois le lien entre l'acte qui nous incite à rester dans le moment présent, en pleine conscience, et le fait de se fixer des objectifs qui sont dans le futur? D'accord. L'acte, quand on travaille, on va pas éviter de faire des projections vers le futur. Et c'est surtout, par exemple, quand on va avoir si on se fixe des objectifs, on va rester sur ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir avancer dans ces objectifs-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Par exemple, comme tu disais dans une présentation, c'est d'arriver à monter dans un mois des 1500 pas que j'ai fait aujourd'hui à 3000. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Par quoi je commence aujourd'hui pour pouvoir arriver à cet objectif-là? Donc, on fait des objectifs, mais on reste dans l'optique de ce qu'on fait aujourd'hui pour changer, pour aller vers ces valeurs-là. Pour moi, c'est important de rester en forme, de faire de l'activité physique. Et je n'ai pas fait depuis longtemps parce que, voilà, avec ma douleur, dès que je me mets à bouger, j'ai encore plus mal, ou je crois que je vais avoir encore plus mal. C'est important pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Par quoi je commence aujourd'hui pour pouvoir arriver à avoir cet objectif-là. Voilà, c'est pas qu'on ne regarde pas vers le futur, mais on agit d'aujourd'hui, avec ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ce qui rejoint du coup ce fait de graduer les objectifs, de les sectionner en petits objectifs qui sont plus réalisables et entre autres en se demandant aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à monter la première marche, sachant que j'en ai 10 à monter d'ici 3 mois. Et tous les jours, on peut faire des choses. Il y a tous les jours, on peut avancer petit à petit. Mais on n'avance pas en pensant, demain, je ferai ça. Ou demain, demain, je commence par, non, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Même si je ne vais pas mettre les jogging, bon, ok, je vais aller peut-être aller chercher, je ne sais pas, ma fille à l'arrêt de bus, alors que normalement, c'est elle qui vient, il y a 200 mètres. Je vais peut-être aller la chercher aujourd'hui. Voilà, des petites choses qu'on peut faire aujourd'hui pour commencer à travailler sur ces objectifs-là. Après, un autre concept très important de cette thérapie, c'est la diffusion cognitive. La diffusion cognitive, c'est vraiment aussi un élément clé de cette thérapie, c'est vraiment la capacité à faire la distinction entre les pensées et les choses qu'elles décrivent. Donc, c'est apprendre à prendre du recul ou à se détacher des pensées, des soucis et des souvenirs inutiles. Au lieu d'être pris dans nos pensées ou de lutter pour nous en débarrasser, nous apprenons à les laisser aller et venir. Donc, par exemple, un exemple de diffusion cognitive, c'est par exemple, ma vie n'est que douleur, je n'ai plus la motivation pour me battre, ou je ne peux plus rien faire dans la maison à cause de mes migraines, mon mari est devenu mon aidant naturel. Ici, on peut se poser la question suivante, est-ce que ces pensées m'aident à aller mieux? Est-ce qu'elles me permettent d'avancer vers ce qui est important pour moi? Si on fusionne avec ces pensées-là,
on est plus susceptible de réagir automatiquement aux aspects désagréables de ces pensées par l'évitement des situations susceptibles d'identifier voilà, les migraines. Donc, un exemple de déficience cognitive, ça va être « j'ai la pensée que ma vie n'est que douleur » ou « je suis en train de penser que je n'ai plus la motivation de me battre ». C'est un peu, à la place de s'identifier aux pensées, on se met en tant qu'observateur. On diffusionne de ces pensées. Donc, en faisant cet exercice, on devient l'observateur de nos pensées et on prend un certain recul. On observe comment on s'identifie à nos pensées et comment on peut s'aider à s'en détacher. Donc, on n'échange pas le contenu des pensées, mais la perspective vis-à-vis de ces pensées. On observe les pensées pour ce qu'elles sont, une suite de mots, en fait, représentant des conceptions de notre esprit, de notre langage. C'est juste ça, une suite de mots. Donc, nous apprenons à prendre du recul et à surveiller notre façon de penser afin de pouvoir réagir efficacement. L'acte ne va pas remettre en cause ce que la personne pense ou ressent. Comme j'avais dit, c'est vraiment ce qui remet en cause, c'est la façon dont ces pensées, émotions ou sensations physiques dirigent ou contrôlent nos actions et nous éloignent de ce qui compte vraiment pour nous. Voilà, donc c'est vraiment un changement d'optique. Un autre élément, un autre processus thérapeutique associé à cette flexibilité psychologique, ça va être l'acceptation des émotions, qui est la capacité de s'ouvrir à des expériences non désirées et d'abandonner la lutte contre elles lorsque cette lutte ne sert pas à nos objectifs et nos valeurs. Donc, on les laisse être là, sans être complètement submergés par ces émotions. Et plus nous nous ouvrons à elles et nous leur donnons un espace pour bouger, plus ça va être facile pour nous et pour nos sentiments d'aller et venir et ça nous épuise. Parce que nous, on essaie toujours de retenir ces émotions, de les contrôler. Donc, il faut vraiment accepter ces émotions et s'ouvrir à ces expériences en les acceptant, en fait. Un autre élément, c'est les soi comme concept, comme contexte. Donc, c'est un processus qui consiste à faire une distinction entre les soi et nos expériences intérieures. Ce que j'avais dit un peu tout à l'heure avec l'histoire de la migraine. Nous ne sommes pas ce que nous ressentons. Je suis migraineuse, c'est différent, c'est dire j'ai de la migraine. Des fois, quand on a de la douleur, on a tendance à s'identifier trop à la douleur. On devient la douleur. Et nous, on n'est pas notre douleur. Nous, on souffre notre douleur. Notre corps souffre notre douleur. Donc, c'est du coup se désidentifier de cette douleur-là. Comme l'exemple que tu prends de je suis migraineuse ou je suis fibromyalgique. Au lieu de dire ça, dire qu'on souffre de fibromyalgie ou de migraine, ça permet déjà de se désidentifier. Donc, la douleur ne fait pas partie de nous, c'est quelque chose d'autre. Nous, on est ici et la douleur, elle est là, c'est autre chose. Exact. C'est ça. Il y a la douleur, il y a la migraine, il y a la fibromyalgie, il y a nous. Et nous, on souffre de ça. Mais ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas identitaire. Ce n'est pas notre identité. Donc, la fusion, l'attachement excessif à ces soi conceptualisés peut nous amener à considérer cette perception comme une vérité absolue et à s'en comporter de façon à confirmer cette croyance en évitant toute activité pouvant déclencher ou amplifier la douleur. On est migraineuse, on arrête de faire des choses puisque tout ce qu'on fait, ça va nous donner une migraine. On a de la fibromyalgie, on est fibromyalgique, voilà, on peut mettre tout un tas de comportements qui vont confirmer ce que nous dit, on est fibromyalgique. Donc, voilà, il faut éviter de se donner des étiquettes comme ça. Donc, un autre processus thérapeutique associé à la flexibilité psychologique va être la clarté dans les valeurs.
ce que j'ai dit tout à l'heure, l'importance des valeurs, c'est que nous voulons vraiment que notre vie soit au plus profond de notre cœur. On a tous des valeurs. Des fois, on ne les connaît pas, mais on a tous des choses que nous voulons défendre dans notre vie, non? Et voilà, et du coup, c'est vraiment important de pouvoir et de savoir identifier toutes ces valeurs qui vont nous bouger, nous faire bouger, non? Et la lutte, comme j'ai dit tout à l'heure, la lutte contre la douleur et les limites physiques des personnes qui souffrent des douleurs persistantes peuvent les empêcher de vivre selon leurs propres valeurs. Certains se sentent dépassés, épuisés, ils n'arrivent plus à savoir ce qui est important pour eux. Je ne peux plus faire ce qui compte pour moi, ma vie n'a plus d'essence, je n'ai plus de motivation à me battre. Donc, au lieu d'orienter leur vie vers différentes sources de satisfaction ou de valorisation personnelle, leurs actions ont souvent comme seul objectif d'avoir le moins de douleurs possible, d'éviter des pensées ou des émotions désagréables. Du coup, on dirige toute notre énergie, toute notre attention à ça et on perd un peu l'essence de nos valeurs. On les oublie. À force de lutter et de réduire nos activités pour ne pas avoir des douleurs, on oublie ce qui est important pour nous, en fait. Oui, tout à fait. Et ça peut être très difficile, ça peut être challengeant d'identifier, de définir ces valeurs. Si on nous demande comme ça, de bout en blanc, quelles sont tes valeurs dans ta vie, c'est pas évident de répondre à cette question. Et moi, une chose que j'ai remarqué, c'est que ça pouvait faciliter un peu le processus de prendre une liste de valeurs et de cocher, de surligner les valeurs qui nous parlent, nous, et d'essayer à partir de ça, d'en dégager, parce que probablement qu'il y aura plusieurs valeurs qui se recouperont, Oui. de dégager des valeurs principales qui nous font, comme tu disais, qui nous font bouger, qui cherchent à nous faire avancer dans la vie. Tout à l'heure, et tout à fait. Et une question peut-être qu'on peut se poser pour aller chercher des valeurs importantes pour nous, c'est si on n'avait plus de douleurs, si notre vie, par un coup des baguettes magiques, voilà, on pourrait faire disparaître la douleur totalement de notre vie, qu'est-ce qu'on ferait de notre vie, non? Quel type de choses on ferait? Et des fois, il y a plein de choses qu'on ferait qu'on ne fait plus. Et ces choses-là, ces actions-là, des fois, voilà, elles dégagent des valeurs. Ça peut être, bon, j'y travaillerai ou j'aurais continué à travailler dans ceci, j'aurais pu augmenter en grade dans mon, je sais pas, dans mon travail. Donc, voilà, c'est important. La valeur du travail, c'est important. J'aurais peut-être être plus présente, je ne sais pas, dans ces associations-là qui travaillent pour, je ne sais pas, les enfants. Donc, c'est important pour moi, c'est ces valeurs un peu de solidarité. Donc, il y a des choses qui peuvent se dégager de toutes ces activités-là qu'on ne fait plus et qu'on ferait si jamais on n'avait pas les douleurs. C'est une façon peut-être de trouver des valeurs importantes pour nous. Et une dernière, donc la sixième processus thérapeutique associé à la flexibilité psychologique important, c'est l'action engagée. Et tout ça, c'est dégage l'action engagée, non? Ce qui signifie prendre des mesures guidées par nos valeurs, faire ce qui compte pour nous. Donc, on regarde encore la même chose, faire ce qui compte pour nous, même si c'est difficile ou inconfortable. Donc, plus notre capacité à être présent, à nous s'ouvrir et à faire ce qui compte est grande, plus notre qualité de vie et notre sentiment de vitalité, de bien-être et d'épanouissement est grand. Donc, après, un nombre croissant des données empiriques confirme que cultiver l'acceptation, la pleine conscience et l'ouverture à l'expérience est efficace pour les traitements de la douleur chronique, mais aussi pour d'autres troubles comme par exemple la dépression, l'anxiété et d'autres troubles aussi psychologiques. Ça s'est avéré assez efficace, ce type de thérapie. Après, il y a aussi des preuves empiriques. D'après les preuves empiriques, nous ne savons pas vraiment qui pourrait bénéficier d'actes ou d'autres thérapies. On ne sait jamais. Ce n'est pas les facteurs démographiques, le sexe, l'âge, les origines qui vont jouer un rôle dans
voilà, dans cette décision d'utiliser une thérapie ou autre. Du coup, on va décider d'utiliser ou pas selon la compétence ou la préférence du thérapeute et les choix du patient. C'est toujours pareil, non? On va utiliser une thérapie ou une autre selon notre compétence et aussi la convenance pour les patients. Parce que si on commence à parler de ces thérapies, un patient qui, pour lui, ça ne lui parle pas du tout, qui ne trouve pas des bénéfices ou d'intérêt, ce n'est pas ça qu'on va proposer comme thérapie. Donc, en conclusion, pour l'acte, ces thérapies se concentrent sur les changements de comportement plutôt que sur les soulagements de la douleur. Ça cible la flexibilité psychologique. C'est une thérapie très individualisée, très sur mesure. Elle met l'accent sur la relation thérapeutique, très important, la relation thérapeutique dans l'acte. Acte peut inclure toutes les méthodes parmi celles disponibles dans les anciennes TCC au sens large. Et les études visant à identifier qui est le plus susceptible de bénéficier de l'acte ont été largement peu concluantes. Et cela laisse les compétences et les préférences du personnel et les choix du patient comme guide, non, pour choisir ce type de thérapie. Après, juste oui. peut-être pour donner une image, moi l'image qui me vient pour l'acte, c'est comme si la douleur, normalement, elle prend cette place-là et la vie, elle prend cette place-là. Donc c'est un cercle qui est beaucoup plus grand que la douleur. Mais pour chacun, on a tous des expériences de douleur. Donc la douleur prend une toute petite place de notre vie. Quand la douleur devient chronique, elle prend beaucoup plus de place dans notre vie. Et donc, par rapport au cercle de la vie, on a la douleur qui s'est immiscée dans tout plein d'aspects différents de notre vie. Et avec l'acte, l'impression que ça me donne, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter ce cercle de la vie. On ne cherche pas à diminuer, comme on essayait de faire avec la première vague de TCC. On ne cherche pas à diminuer la douleur. La douleur, on la laisse là. Mais par contre, on essaye d'augmenter la vie et les différents aspects de notre vie qui ont de la valeur pour nous. Et un très bon exemple, je trouve, c'est Jessica de Douleur Neuro, qui a eu une vie totalement chamboulée par l'apparition de ces douleurs, qui est infirmière et qui a dû réaménager son temps de travail. Donc ça a eu un gros impact pour elle parce que elle aimait beaucoup son travail. Et elle a réussi à avoir la résilience suffisante, cette flexibilité psychologique suffisante pour revenir à ses valeurs profondes, qui est d'aider les autres. Et c'est comme ça qu'elle a créé Douleur Neuro et donc la page Instagram, et qu'elle aide autant de personnes à l'heure actuelle. Donc elle a réussi à identifier des valeurs qui lui sont chères pour elle, et puis à partir de là, de se créer, comme tu disais, le dernier point de l'acte, c'est l'action engagée. Donc elle a créé un projet Douleur Neuro qui lui a permis de mettre en place ces valeurs dans sa vie. Et donc qui lui permet de beaucoup mieux vivre ces douleurs. Tout à fait, et être dans l'acceptation, et avoir accepté vraiment sa situation avec ces douleurs, tout à fait. C'est vraiment un bon exemple, Jessica, de cette acceptation des douleurs et de cet engagement, non, vers les valeurs et les choses qui sont importantes pour elle. Et voilà, elle s'est engagée dans plein de projets qui lui tiennent à cœur et qui vont dans l'essence de ces valeurs. Oui, tout à fait, exact. Tout à fait, c'est une bonne métaphore que tu as fait avec la douleur et l'acte, tout à fait. Oui. Après, on peut parler un petit peu du modèle de la pleine conscience, qui entre aussi dans cette thérapie, non, des troisième vague, des thérapies TCC, des cognitivo-comportementales. Donc, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est quelque chose qui est vraiment très à la mode en ce moment. La pleine conscience, on entend partout, la méditation, c'est pleine conscience, c'est vraiment des concepts qu'on entend partout. Donc, selon John Kabat-Zinn, qui est l'inventeur de la méditation laïque et le fondateur du programme mondialement connu réduction du stress basé sur la pleine conscience. La pleine conscience est une prise de conscience qui surgit en prêtant attention volontairement au moment présent sans porter des jugements.
C'est comment il définit la pleine conscience. Donc, et la 5 facettes de cette pleine conscience, c'est observer, ne pas juger, décrire, ne pas réagir et agir avec conscience. Il a été prouvé par de multiples études maintenant, parce que c'est quand même ça date depuis un petit moment maintenant, il a été prouvé que les principes et pratiques de la pleine conscience aident les gens à améliorer la conscience du corps, attention, relaxation, ce qui peut faciliter les réponses adaptatives à la douleur. Aussi, il a été prouvé qu'il s'aide à gérer les symptômes de stress, d'anxiété, de dépression et d'autres problèmes de santé mentale, et qu'il aide aussi à mieux gérer la douleur chronique avec une diminution dans l'intensité de la douleur, des désagréments liés à la douleur et des pensées catastrophiques. Il y a quand même des preuves mitigées, il y a quelques études qui sont un peu contradictoires, mais dans l'ensemble, on arrive quand même à trouver ce type de conclusions. Les exercices de pleine conscience aident les gens à concentrer leur esprit et leur corps sur les moments présents sans jugement. Une pratique quotidienne de la pleine conscience peut être utile pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, car il y a souvent des pensées négatives ou inquiétantes à propos de la douleur. Et ces pensées sont normales, mais elles peuvent affecter l'humour, en fait, et l'humeur et augmenter la douleur. Donc, être capable de se concentrer sur la relaxation du corps en remarquant que la respiration et les sensations corporelles sont là, telles qu'elles sont, peut aider vraiment à gérer la douleur. Toi et Jérémy, je pense que tu pratiques non, la Oui, tout méditation à et la fait. pleine conscience. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu l'utilises avec tes patients? Je l'utilise avec certains patients et je vois de plus en plus l'impact que le stress peut avoir sur les patients. Et à l'inverse, le fait d'avoir des outils de relaxation, ça peut leur permettre de beaucoup mieux gérer leur douleur. C'est vraiment impressionnant. Et même chez des personnes qui semblent totalement calmes et relax, et je les vois arriver dans le cabinet et ils ont l'air tout apaisés. Et en fait, ils se bouffent de l'intérieur avec des événements, même des petits événements stressants dans leur vie. Et ça a un énorme impact sur leur système de la douleur qui est du coup plus sensible. Et donc, ils vont produire de la douleur beaucoup plus rapidement. Et la méditation, et entre autres la pleine conscience, peut avoir un effet très, très bénéfique, rien que sur le fait de prendre conscience de ces petits événements stressants qui ont un impact sur leur corps, sur leurs émotions. Parce que, comme je disais, même de l'extérieur, c'est parfois des personnes qui semblent totalement calmes et qui, en fait, à l'intérieur, se bouffent de l'intérieur, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, la pleine conscience, le fait de faire des exercices simples de pleine conscience, permet, au fur et à mesure, de prendre conscience de ce dialogue intérieur qu'il y a à l'intérieur de nous, ou même ce qui se passe dans notre corps, dans ces différents événements stressants, même infiniment, très peu stressants. Il va y avoir des petits changements, par exemple, au niveau des tensions musculaires dans ces événements-là. Ça peut être... quel exemple je pourrais donner? Oui, une simple contrariété. Le fait de s'être trompé de rendez-vous. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Les patients qui pensaient que c'était à une certaine heure, notre rendez-vous, et qui ont réalisé que c'était à une heure différente. Et du coup, tout allait bien parce que dans leur programme de la journée, en fait, ils n'avaient rien à part ce rendez-vous. Donc, tout allait bien se passer. Mais le simple fait de se rendre compte que c'était 30 minutes avant plutôt que 30 minutes après, c'est quelque chose qui les a triggers, qui les a stressés un petit peu, et donc qui a un impact sur leur douleur. Tout à fait, ouais. Oui, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, il y a, voilà, en suivant la présentation, il y a des études qui confirment que pour certaines personnes, les interventions sur la pleine conscience peuvent être aussi efficaces que les traitements pharmacologiques. Hein. C'est puissant, c'est des thérapies quand même puissantes.
Et aussi, les études confirment qu'il y a les pratiques de pleine conscience peuvent causer une certaine détresse aussi chez certaines personnes. Donc, Oui. il y a toujours, non, voilà, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas faites pour les pratiques de pleine conscience, notamment les personnes qui ont des troubles psychologiques assez graves, non, Oui. qui pour eux, se concentrer sur leur corps et sur leurs sensations peut être beaucoup plus angoissant voilà, qu'autre chose. Donc, voilà, il faut aussi savoir adapter à Ouais. la personne. Non? Oui, tout à fait. Il y a certains, mais ça je pense que tu le sais mieux que moi, certains troubles psychologiques sévères, effectivement. Moi, j'ai beaucoup entendu les dépressions sévères qui sont pas idéales dans ces cas-là. C'est pas idéal de faire de la pleine conscience avec des personnes qui ont ça. Après, il y a aussi une façon d'amener la pleine conscience, parce que si on prend l'exemple de la douleur, quand elle est chronique, on a tendance à se dissocier de la partie de notre corps qui a ces douleurs-là. C'est un mécanisme psychologique de défense, parce que c'est tellement souffrant en fait d'être en connexion avec ce membre qui est douloureux, ou cette partie du corps qui est douloureux, qu'on a ce réflexe de le mettre de côté, de le dissocier du reste de notre corps. Et si on fait de la pleine conscience en disant à la personne de se reconnecter directement à cette partie-là, bah oui, là, ça peut être un peu dangereux, parce que il y a eu ce mécanisme de défense naturel psychologique qui a créé une dissociation. Et on peut réassocier, mais ça se fait progressivement. Donc d'abord, on va se connecter à une partie du corps où on se sent confortable, où tout va bien, et puis progressivement aller vers la partie du corps, porter son attention sur cette partie du corps qui est dissociée. Donc tout ça pour dire qu'il y a aussi une façon d'amener la pleine conscience. Et dans certains cas, ça peut être dangereux, mais dans la façon de l'amener, plus que la pleine conscience en elle-même. Ouais. Exact. Exact. Il faut vraiment connaître la technique et savoir voilà, la présenter la façon la mieux, voilà, la moins problématique possible, justement. On essaie de trouver un soulagement et des bénéfices pour ces thérapies-là. Il ne faut pas créer les effets contraires, non? Tout à fait. C'est ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même un consensus général, c'est que plus on passe du temps à s'engager dans des pratiques et des exercices de pleine conscience, plus on obtient des meilleures compétences et des améliorations dans les résultats psychologiques et physiques. Ça, c'est voilà, une évidence. Plus on pratique, plus on arrive à trouver des bénéfices. Et ces résultats-là ont été démontrés dans des groupes, on revient à la même chose, des douleurs chroniques. Donc, il y a vraiment des études qui ont trouvé des bénéfices pour la douleur chronique avec ces thérapies-là. Et voilà, et aussi quelque chose qu'on ne peut pas douter, c'est que grâce à la pratique régulière de la pleine conscience, on gagne en bien-être et en qualité de vie. C'est vraiment des résultats par rapport à des études qui ont été faites. Voilà, la pratique régulière de la pleine conscience est bénéfique pour notre bien-être. Après, il y a d'autres résultats. Bon, d'un autre côté, la recherche se développe encore, donc il y a encore beaucoup de choses à étudier, à travailler, et les preuves, des fois, sont contradictoires. Donc, comme dans plein de choses, il y a toujours des études qui contredisent les résultats d'autres études. Donc, c'est pour ça que la recherche est importante et c'est important de continuer à étudier, non, pour arriver à des bonnes conclusions qui permettent voilà, d'aider les personnes qui souffrent de douleurs chroniques avec les meilleures thérapies possibles. Et après, les revues systématiques et les méta-analyses indiquent souvent une qualité mitigée des preuves. Donc voilà, il faut vraiment perfectionner toutes ces études et ces techniques enfin pas les techniques, les études, non, qui travaillent sur ces techniques-là. Oui, moi, en lisant des articles scientifiques sur la pleine conscience, la méditation pour les douleurs, l'impression que ça me donne, c'est que globalement, on voit que ça a un effet bénéfique, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle modalité. Quelle est la technique exactement qu'il faut utiliser, quelle est la fréquence, quelle est la durée de chaque méditation qu'on doit faire, avec qui.
etc., Très bien. etc. Donc, vraiment les modalités plus que euh, la méditation en elle-même ou la pleine conscience. Mhm. Bon, voilà, super pour cette partie sur l'acte. Merci, Lucia. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.